Donc bonjour à tous, bienvenue à ce sprint 60 qui a commencé le 7 septembre et qui se termine aujourd'hui le 21 octobre. Ce sprint fait suite à un sprint qui s'intitulait Devoir de vacances, où habituellement on fait tout ce qui est un peu invisible. Ces devoirs de vacances ont été assez longs et on les a poursuivis par ce qu'on appelle maintenant des gains marginaux, c'est-à-dire les gains marginaux, c'est plein de petites tâches qu'on peut faire dans plein de domaines différents et qui font que après tout va mieux parce que on a fait attention aux détails. Donc voilà. Et après, quand on a une DS qui est bien customisée, ben, on peut lui la faire voler, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée du sprint. Donc dans le sommaire, les points habituels. Yannick nous racontera son intervention rapide aux journées Médicis pour lesquelles on nous avait demandé d'intervenir. Et puis le gros point aussi, c'est un petit nouveau qui arrive dans l'équipe et c'est la consolidation de l'équipe aussi parce que Léo a réussi son concours. Ensuite, Yannick a beaucoup travaillé sur EasyParse dans le cadre de ses gains marginaux pour éviter, essayer de réduire la dette technique. Au niveau de la production aussi, des bonnes nouvelles puisque on a deux nouvelles machines qui vont nous permettre de bien travailler sur Easy on Paywall. Et puis Easy Counter avec du moissonnage et puis la mise à disposition des espaces et un nouveau tableau générique que nous présentera Frédéric. Et je vais continuer. Donc, Voilà, je te passe la main, Fred. merci Dom. Pour la partie communication, je vais aussi laisser la parole à Yannick. Je vais juste le présenter. Il est intervenu à Toulouse du 14 au 16 septembre et il va nous faire un petit bilan de sa présentation à l'Université de Toulouse. Tout à fait, un petit bilan vite fait. Donc, comme a dit Dominique, on a été invité par le réseau Médicis à intervenir pendant les journées Médicis. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas le réseau Médicis, ça réunit surtout les professionnels de l'édition scientifique publique, je précise publique. Donc principalement des éditeurs et il y avait notamment comment je dirais le CCSD qui parlait de HAL, il y avait Open Edition, tout ça. Et donc les journées Médicis, c'est un réseau, c'est des journées d'échange au sein de ce réseau. Et on a été invité à intervenir dans le cadre d'une table ronde autour de tout ce qui est circulation des savoirs et en particulier la mesure des usages, entre autres. Ça tombe bien du coup. Et donc pour ce qui nous concerne, c'était intéressant parce que d'une part, ça nous a permis de nous présenter à un nouveau type de public, parce que là, on s'est surtout adressé à des éditeurs, ça nous a permis de nous faire connaître de l'autre côté de la barrière, parce que d'habitude, nous, on traite surtout avec les clients des éditeurs, et ça nous a permis également, en plus de leur présenter du coup la suite Rhythmetrix, de faire remonter on va dire les inquiétudes qui commencent à apparaître un peu au sein de la communauté scientifique, notamment par rapport au tracking des usages et le fait aussi que on commence à avoir des comment je dirais des évolutions qui vont dans le sens de, par exemple, ce que peut faire OCLC, c'est-à-dire qu'on a une disparition des proxys qui fait que la mesure des usages devient plus compliquée à faire localement. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter de ça. Ça a été, on a pu constater du coup qu'il il y a effectivement un intérêt. On a pu susciter l'intérêt du côté des éditeurs. C'est bon pour toi, Yannick? Oui, Je pense que ça sera présenté aux Histories. il y a déjà En eu fait, une non. Non? C'est juste Ah, d'accord. Pardon. Alors. Parce qu'en fait, Yannick n'était pas le seul à participer aux journées Médicis et ils ont fait la présentation dans la foulée et ils ont un petit peu zappé notre Yannick. Bah,
Voilà. Disons que les personnes qui étaient plus proches du côté édition de l'INIST ont pu faire une présentation un peu plus complète sur l'ensemble des journées. D'accord. C'était juste une question. Donc, on va passer donc aux supports mutualisés. Donc, les supports mutualisés donc, qui ont repris depuis le mois de septembre. On a eu 23 participants pour 3 supports de 2 heures. Par rapport au webinaire, on a organisé un webinaire sur le retour de moissonnage. C'était Dominique donc, qui répondait à toutes vos questions par rapport au message d'erreur suite au moissonnage des espaces qui en avait parlé à la dernière sprint, pardon. Donc, on a eu 22 participants et on va réorganiser des webinaires à nouveau puisqu'il y a toute une nouvelle vague de moissonnage qui va avoir lieu suite justement aux nouvelles formations qu'on a fait et notamment celle en présentiel hier à Paris. On en parlera à la prochaine sprint. Par rapport au blog, pas mal d'articles qui ont été mis en ligne. Yannick en parlera tout à l'heure, c'est la nouvelle version de EasyParse 3.8.0. Donc l'article a été publié ce matin. La journée parseur, c'est la nouvelle présentation avec donc un récapitulatif annuel de tout ce qui a été fait. Donc c'est intéressant pour les utilisateurs de connaître toutes les mises à jour plutôt que d'avoir plusieurs messages et c'est parfois compliqué à suivre. La matrice de moissonnage des moissonnages finalisés, Dominique en parlera aussi. Et puis un nouvel article qui présente donc l'agenda des rendez-vous en présentiel, puisque hier on a repris les formations en présentiel. Ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait pas fait de formation suite à la crise sanitaire. Donc on était très content de faire ce retour et donc on vous fera un petit retour à la prochaine sprint. Et puis, je vais laisser la parole à Tom, qui est donc le nouveau membre EasyTeam, qui est arrivé donc au mois d'octobre. Et puis, je vais le laisser se présenter. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc Tom Sublet, j'ai 21 ans, j'ai fait un DUT informatique, puis une licence pro à Nancy. Donc c'est là où j'ai pu rencontrer quelques membres de l'équipe. Comme dit, je suis arrivé début octobre, le 3 octobre pour être précis. Donc j'ai pris un petit peu la sprint en cours, voire même plus sur la fin du sprint. Je vais pas trop m'attarder sur moi parce que il y a une présentation plus détaillée dans la page du blog Qui sommes-nous. Mais mon premier objectif, c'était de retravailler la partie reporting, donc toute la gestion des rapports, puisqu'actuellement, c'est très dépendant de Kibana, ce qui fait que c'est très difficile à maintenir, puisque quand Kibana fait une mise à jour, il faut tout réécrire. Il y a aussi des problèmes de rendu au niveau des tableaux, des graphiques, qui peuvent nécessiter une intervention humaine pour corriger ces problèmes. Donc le but de refaire ce rapport, c'est de ne plus dépendre de Kibana et de ne plus avoir à retoucher les rapports un petit peu tout le temps. J'ai donc procédé à plusieurs tests pour commencer, notamment sur comment aborder le problème, quelle bibliothèque utiliser, etc. J'ai comparé du coup plusieurs bibliothèques en termes de facilité d'utilisation, de résultats, simplement si c'est trop lourd, si c'est pas assez lisible, etc. Des performances lors de la génération de ces rapports, et aussi des ressources utilisées par chacune des méthodes. Donc là, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Ces tests se faisaient la plupart du temps en ligne de commande. Donc on a l'exemple en haut, on peut voir qu'il y a plusieurs paramètres, notamment le nom, la période du rapport, etc. Et au niveau des comparatifs de bibliothèques, il y en a 2 pour générer les PDF et 2 pour générer les rapports, que j'ai fait un tableau pour récapituler rapidement les points forts et les points faibles de chaque bibliothèque. Mais a priori, on va plus partir sur JSPDF qui est bien maintenu malgré une utilisation assez complexe, et Vegalite pour les graphes qui permettent de faire des graphes complexes assez facilement. Mais par contre, qui pareil là est très verbeux et on se retrouve à faire beaucoup de choses un petit peu répétitives. Mais ça se règle très facilement. Moi, je pense que j'ai fini là. Merci Tom pour ton analyse.
Et puis on a aussi Léo qui a réussi son concours au mois d'octobre. Donc on est très content qu'il pérennise sa participation active dans l'équipe Easy Team. Et Léo, tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ton concours? Bah, déjà un énorme gain marginaux pour moi et pour l'équipe, je pense. Et faut savoir que durant ce sprint, j'ai aussi beaucoup travaillé pour préparer mon concours et j'ai beaucoup été aidé par les collègues du CNRS et aussi par l'équipe. Et tout ce travail de préparation fut récompensé par la réussite de ce concours. Vous allez encore me voir un petit moment, puisque j'ai continué à travailler dans ce projet-là. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé dans la réussite de ce concours. Merci Léo. Et on va passer à la partie analogiste. Pendant ce sprint, on n'a pas eu de nouveaux parseurs créés. On a fait uniquement des mises à jour. On va les évoquer tout de suite après. On a 245 parseurs qui actuellement fonctionnent pour l'ensemble des partenaires de l'ESR dans EasyMesure. Et on a des chiffres d'EasyMesure par rapport aux événements de consultation qui sont chargés actuellement. On a 86 millions d'événements de consultation chargés entre le mois de janvier et le mois de septembre. On voit, j'en avais parlé à la précédente sprint, que la plateforme qui génère actuellement le plus d'événements de consultation, c'est la plateforme Omeka, qui n'est pas une plateforme de ressources en ligne d'éditeurs, mais c'est une plateforme maison, une plateforme qui a été créée pour mettre en ligne des données de recherche. Et actuellement, comme cette plateforme a été intégrée dans le dispositif EasyMesure, elle génère beaucoup d'événements de consultation et elle se retrouve en numéro 1. Mais au niveau des plateformes éditeurs, c'est la plateforme Kern qui est toujours en tête des chargements dans EasyMesure. Au niveau des mises à jour, pendant la journée parseur, on a travaillé sur l'agrégateur Silvershare. Il y avait un petit problème au niveau des articles HTML et puis des reconnaissances de domaine. On a travaillé avec nos collègues de l'Université de Lille, qu'on remercie pour vraiment leur participation active. Et puis, on a aussi mis à jour le parseur de la revue Tribune de Lyon, de notre collègue Carole Bruno. Et puis, Yannick aussi a fait une révision sur le parseur Istex. Et il y avait des choses à modifier, notamment sur les OpenURL avec un certain type d'accès comme les posts avec un multi-OpenURL. Voilà. Et puis, on a aussi un point d'Oranum, puisqu'on est actuellement en train de faire la mesure d'usage, après la mesure d'usage qui a été faite sur la plateforme Omeka que j'ai évoqué un instant dans les chiffres. On a travaillé aussi sur la plateforme d'Oranum qui met en ligne des ressources permettant d'aider les chercheurs à mieux partager leurs données de recherche. On a travaillé avec toute l'équipe, avec Claire, Philippe, les deux Claire et Philippe. Et on a bien avancé. On a travaillé aussi avec Julien qui s'est beaucoup investi dans la mise en production des logs et puis du traitement dans EasyParse. Et on se retrouve maintenant avec un espace qui va être créé très très prochainement. Et puis la mise à disposition pour l'équipe d'Oranum, et ça on l'évoquera au prochain sprint, puisqu'il y aura aussi une petite session de formation pour Claire et Philippe, et un tableau de bord avec la possibilité pour eux de créer des reportings, les reportings que Tom évoquait aussi tout à l'heure, qui sont importants à la fois pour l'INIS CNRS et pour tous les partenaires de l'ASR, ce reporting qui permettra d'envoyer un tableau des usages de la plateforme d'Oranum à la direction et aux personnes qui seront intéressées. Et la partie EasyParse, je vais laisser Yannick nous parler de la réduction de la dette technique. Tout à fait. Alors, concernant EasyParse, le développement, comment je dirais, on ne développe plus forcément activement sur EasyParse, et comme disait Dominique, il y a une certaine dette technique dont il faut qu'on s'occupe relativement régulièrement. Donc sur ce sprint, on a réduit cette dette technique. On a commencé par mettre à jour toutes les dépendances logicielles d'EasyParse.
Et on en a profité également pour supprimer quelques fonctionnalités qui n'étaient plus d'actualité, en particulier l'export Counter 4, en sachant que Counter 4 est déprécié et que de toute façon, on n'a jamais eu de retour par rapport à ça. Donc, a priori, il n'y avait pas d'usage. Et on a également supprimé quelque chose qui commençait à nous poser problème, à savoir la vérification automatique des dépendances système. C'est-à-dire que quand vous installez un EasyParse ou quand vous mettez un jour un EasyParse, il y avait un petit script qui s'occupait de vérifier que les dépendances système étaient bien présentes, tout ce qui est Python, compilateur C, des choses comme ça. Et malheureusement, ce script commençait à poser souci, notamment à cause de la diversité de systèmes sur lesquels est installé EasyParse actuellement, et ça devenait compliqué à maintenir correctement. Donc on a pris le parti de supprimer simplement cette vérification, en sachant que les dépendances sont de toute façon visibles dans la doc d'EasyParse. Voilà. Et enfin, un changement qui n'est pas forcément énorme, mais qui a quand même son importance. On va changer de gestionnaire de processus. C'est-à-dire que quand vous lancez EasyParse en mode démon, comme on dit, donc en tâche de fond, on utilise un gestionnaire de processus qui s'occupe de vérifier qu'EasyParse est toujours en route. Et ce gestionnaire de processus, qui s'appelait Forever jusqu'ici, commençait à poser problème parce qu'il a des soucis de compatibilité avec les versions récentes de Node.js, qui est utilisé par EasyParse. Sauf que nous, EasyParse, il faut bien qu'on le mette à jour, et il faut bien qu'on mette à jour le langage de programmation sur lequel il est basé. Donc, il a fallu que l'on change de gestionnaire. Donc, on est passé à un nouveau gestionnaire de processus qui s'appelle PM2. Et il y a une petite implication à ça. Déjà, c'est que quand vous démarrerez EasyParse, vous n'aurez plus le même affichage, c'est normal. Et surtout, pour la prochaine mise à jour d'EasyParse, donc la 3.8.0, il faudra bien faire attention à d'abord arrêter correctement EasyParse avec la commande make stop, avant de mettre à jour et de redémarrer EasyParse. Parce que si vous essayez de faire la mise à jour sans arrêter EasyParse au préalable, il y a de bonnes chances que l'ancien processus d'EasyParse ne puisse pas redémarrer et entre en conflit avec le nouveau, ce qui posera souci. Bon, évidemment, on a fait un article de blog là-dessus dont je reparlerai juste après. Oui. Et donc, tant qu'on en était à réduire la dette technique d'EasyParse, on en a profité pour faire des petits développements qui ne payent pas de mine, mais qui vont nous servir dans la foulée, enfin qui vont nous servir pour ce qu'on est en train de faire, de mettre en place, notamment au niveau de Readmetrics. À savoir, pour ceux qui utilisent la fonctionnalité qui permet d'insérer directement des résultats dans EasyMeasure. Jusqu'ici, vous pouviez juste choisir entre la prod et la pré-prod d'EasyMeasure. Maintenant, on a fait un changement de façon à pouvoir rendre les instances d'EasyMeasure paramétrables. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire en sorte que dans le cadre d'un déploiement de Readmetrics, on puisse paramétrer l'EasyParse pour qu'il puisse charger les éléments de consultation directement dans le Readmetrics avec lequel il est déployé. Et la deuxième chose qui sera assez utile pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité, c'est que à présent, quand on choisit son instance dans laquelle on veut charger et qu'on renseigne son token, comme vous pouvez le voir sur le GIF, il va y avoir maintenant une autocomplétion des index qui sont disponibles en fonction des droits qu'on a avec le token. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller sur EasyMeasure, d'aller regarder dans son instance de Kibana, voir quel index on a, etc. On a ça qui est directement autocomplété. Voilà, et donc, la version 3.8.0, on ne l'a pas encore publiée, on va la publier lundi.
pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, à savoir que il faut bien faire attention pour la mise à jour, donc on préférait communiquer avant. Et si jamais vous voulez revoir le détail de la mise à jour et de la procédure de mise à jour, vous pouvez aller sur le blog. Bon, là, le lien a été un petit peu à rallonge, mais il est accessible très rapidement, hein, sur le blog en page d'accueil. Vous aurez également la commande qui va bien. Si jamais vous faites la mise à jour sans arrêter EasyParse et que vous avez un conflit, vous y trouverez la commande qui va bien, qui normalement devrait résoudre les problèmes. Mais si jamais c'est pas le cas, naturellement, on reste à disposition. Quoi. Et voilà, c'est tout. Merci Yannick. J'ai laissé la parole à Léo qui va parler aussi de réduction de dette technique, mais pour autre chose. Ouais, c'est toujours dans la partie Ziparse, mais cette fois dans la partie page d'accueil, puisque on a un changement d'hébergement de machine suite aux nouvelles procédures de déploiement qu'on utilise à l'INIST CNRS. Et conformément au thème de la sprint, j'en ai profité pour faire des mises à jour de dépendance sur cette page. On a également les utilisateurs qui nous ont signalé que les métriques n'étaient plus à jour, que les chiffres ne s'affichaient pas, et donc j'ai effectué une première correction, mais les valeurs de ces chiffres restent à revoir. Donc le travail que j'ai réalisé ici, c'est que premièrement, j'ai mis à jour les dépendances, donc on arrive à 0 vulnérabilité. J'ai également mis à jour le framework CSS, donc qui s'occupe de la mise en page du site, et j'ai intégré le langage Vue.js avec des bibliothèques récentes pour avoir une meilleure gestion des langues. Et donc, avec la nouvelle procédure de déploiement, il y a également la mise à jour du déploiement qui a été faite. Alors pour rappel, les technologies utilisées, donc à savoir Vue.js et Vuetify pour le framework CSS, c'est les mêmes qui sont utilisées dans EasyParse, dans EasyMeasure et dans Analogist. Et l'effet de les utiliser dans cette page d'accueil, ça va permettre de garder une cohérence dans nos dépendances et dans nos logages qui sont utilisés. Et donc cette mise à jour sera disponible sûrement durant les prochaines sprints. Et actuellement, on continue de travailler sur la mise en place des machines et le déploiement et le contenu de ces pages. Merci Léo. Dom, tu veux peut-être dire un Oui. mot sur la prod? Un petit mot rapide sur la prod. Donc, on travaille toujours en interaction avec eux. Donc, les points notables avec la prod au cours de ce sprint, ça a été la mise à disposition d'une VI, d'une nouvelle machine, donc pour Easy on Paywall. Bon, pour la petite histoire, le serveur miroir Easy on Paywall est actif depuis justement un an. Il est branché, c'est Click and Read qui est branché depuis un an maintenant sur Easy on Paywall sans problème. Mais bon, ça génère beaucoup de requêtes et ça nous a un peu, comment dire, ça a un peu changé nos perspectives sur Easy on Paywall parce que là, on est dans le cadre d'un service 24/24. Et donc, on avait besoin d'une pré-production pour pouvoir appliquer des mises à jour sur Easy on Paywall sans que ça soit un risque pour la prod. Et donc, depuis un an, on est un peu figé sur la version miroir de Easy on Paywall. Avec cette version de pré-production, ça va nous donner l'opportunité d'avoir un fallback en cas de problème et donc de faire des mises à jour plus fréquentes sur ce serveur, sachant qu'il y a pas mal déjà de choses qu'a fait Léo qui sont en attente et qu'on va pouvoir déployer à cette occasion. Donc, comme l'a dit Léo aussi, on a des nouvelles machines pour la homepage EasyParse. Hein. Maintenant, elle rentre dans le périmètre. C'était pas nous qui gérions ce périmètre. Maintenant, on les reprend dans notre périmètre avec une VD VI PP. Bien sûr, la prod, il vérifie tout le temps que les traitements sont bien lancés, que ça se passe bien. Et puis, à ce sprint aussi, il y a Julien qui a mis en place les chargements d'Oranum. Donc, Fred, vous en avez parlé au sprint précédent. Donc là, ça y est, c'est intégré en prod. Et c'est intégré à la chaîne existence en tenant compte, on vous en a parlé aussi, de nos conventions, des changements de convention de nommage de nos index, de manière à mieux organiser les choses, à pouvoir mieux les ranger et les classer, surtout pour faire des agrégations potentielles. Et donc, on a appliqué directement cette nouvelle convention de nommage dans cette nouvelle chaîne. Donc, merci à eux, et puis on continue à travailler en interaction. On va passer à la partie EZ Meta avec Léo. Oui, alors j'espère qu'on m'entend toujours. Oui. Nickel. Alors, on a réduit la dette technique aussi sur Easy on Paywall.
en appliquant plusieurs mises à jour. Donc premièrement, toujours la mise à jour des dépendances qui composent le projet. Donc on arrive encore cette fois sur Easy Paywall à 0 vulnérabilité. On a également mis à jour le déploiement de l'application avec Florence et on a également mis à jour la documentation OpenAPI. Donc on est passé de la version Swagger à OpenAPI, donc qui est l'actuelle norme pour les documentations. Et j'ai également corrigé des problèmes mineurs sur l'interface. En fonctionnalité, j'ai également travaillé sur un historique de mise à jour. En fait, l'idée de cette page, c'était d'envoyer moins de mails, puisque pour rappel, EasyNPaywall fait une mise à jour quotidienne de ses données. Et on avait 2 mails quotidiens qui étaient envoyés. Un pour dire que le processus avait commencé, et un autre avec le rapport, le rapport de traitement. Et l'idée de cette page, c'est de mettre à disposition les rapports de mise à jour et de ne plus envoyer de mails. Sauf en cas d'erreur, c'est le seul cas où on va garder l'envoi de mail pour qu'on puisse encore être au courant dans le cas où il y a une erreur. Et donc EasyNPaywall devient un peu plus responsable pour l'environnement puisqu'il envoie moins de mails. Bravo Léo. Voilà. Et au cours de cette sprint, il y a Click and Read qui nous a signalé, suite à l'intégration de nouvelles bibliothèques dans leur extension, qu'il y aurait une montée en charge. Et donc ils nous ont également ils nous ont également alerté que depuis mi-octobre, le service EasyNPaywall avait des timeouts tous les lundis et que cela a augmenté de manière progressive, comme le montre cette slide. Et juste pour rappel, Click and Read, c'est une extension de navigateur qui parcourt la page internet que vous visitez et qui va ajouter des liens si la ressource est disponible. Et le problème avec ces timeouts, c'est que si l'extension ne peut pas ajouter les liens qui proviennent d'EasyNPaywall, ça fait perdre de l'usage. Et donc, ils nous ont partagé tout ce qu'ils savaient, donc leurs mesures d'erreur, afin que je puisse réaliser un diagnostic pour essayer d'identifier la cause de ces latences. Et justement, dans le prochain slide, j'ai comparé leurs résultats avec la mesure des usages qu'on fait sur EasyNPaywall par EasyParse, et disponible sur EasyMesure. Donc on a d'abord fait un premier travail avec Frédéric en créant une nouvelle vue pour la mesure des usages, qui cette fois c'est une vue par heure, où on peut voir s'il y a des pics de consultation selon certaines horaires. Et on observe ici que sur ces deux tableaux de bord, on n'a pas de pic de consultation lorsque Click and Read mesure des latences, que ce soit au niveau du nombre de requêtes ou au niveau du nombre de DOI. Donc je ne les ai pas mis sur cette slide, mais on a également vérifié que si la machine EasyNPaywall n'était pas en difficulté, donc il n'y a pas de problème là-dessus, et si le cluster élastique avait des soucis, sauf qu'il possède un temps de réponse qui est inférieur à 15 millisecondes, ce qui est très correct. Et la cause la plus probable de ces ralentissements, ce serait dû au réseau, puisque au cours de cette sprint, on a rencontré beaucoup de problèmes de réseau à l'INIST, et essentiellement, ça arrivait en début de semaine, donc ce qui concorde au moment où Click and Read mesurait des timeouts. Et la dernière nouvelle positive, c'est quand même que ce lundi 17 octobre, donc c'était il y a 5 jours, Click and Read nous a signalé que les erreurs n'évoluaient plus, qu'elles étaient même en train de diminuer. Et donc ça confirme probablement que c'était dû au réseau. Mais on va quand même continuer de surveiller ce point-là durant les prochains sprints. Et on peut passer à la slide suivante. Donc j'en ai profité de ce cas-là pour faire un diagnostic, de ce diagnostic pour réaliser un schéma de flux réseau. Donc c'est un schéma qui va montrer les échanges entre les réseaux, les machines et les conteneurs, les applications. Et en fait, ce schéma, il est très utile car ça permet de recenser tous les liens qu'on a en interne et en externe à l'INIST. Et ça permet de vérifier justement quelles sont les connexions réseau. Et pour conclure sur la partie EasyMeta, on va vous présenter prochainement le travail que j'ai réalisé avec l'équipe de production sur le déploiement en pré-prod de la machine EasyNPaywall. Et c'est bon pour moi. Il y a Florence qui te remercie. Oui, c'est grâce à elle qu'on a réussi à faire le diagnostic et le schéma. Je pense qu'elle est satisfaite. Il n'y a jamais trop de schémas. Il faut toujours en faire plus. Bravo Léo. On va passer à la partie EasyMesure et je vais donner la parole à Dominique par rapport donc à la mise à disposition des espaces dans EasyCounter. Oui, donc EasyCounter, le moissonnage des données d'usage éditeurs. Donc ce slide, c'est pour vous rappeler que si vous êtes en cours de saisie de vos informations Sushi, vous en avez un certain nombre et au bout d'un moment, vous vous dites ça y est, j'ai fini. Donc pour nous signaler que vous avez terminé, n'oubliez pas
de cliquer sur le bouton saisie en cours et j'ai terminé ma saisie. À ce moment-là, bah, nous, on reçoit un mail et puis on voit via notre interface d'administration que la saisie est terminée et vous êtes candidat pour le moissonnage. Donc, c'est pas encore automatique, hein, on continue à procéder par vague de moissonnage et donc vous entrez dans cette liste de moissonnage et quand on en a suffisamment ou quand il y a quelques jours qui se sont écoulés, on procède à un moissonnage. Pour vérifier que tout se passe bien hein, au cours du moissonnage, on vous a déjà beaucoup parlé de la matrice des identifiants. Hein, donc la matrice des identifiants sushi, c'est ce qui permet, quand vous saisissez vos identifiants sushi, il y a un petit bouton qui vous permet de tester la connexion. Donc pour la plupart des endpoints, si c'est vert, c'est que c'est bon, c'est qu'on va pouvoir moissonner. Et donc, c'est un bon indice sur le fait que vous avez bien rempli vos identifiants. Sauf que pour le savoir, c'est si c'est rouge pour vous, eh ben, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais pourquoi c'est rouge? Est-ce que c'est rouge pour les autres ou est-ce qu'il n'y a que pour moi que c'est rouge? Donc, si, comme c'est le cas pour Kern, c'est rouge pour vous, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est rouge pour tout le monde dans le cas de Kern. Mais dans beaucoup d'autres cas, eh ben, en fait, cette fonctionnalité est censée fonctionner et donc ça doit être vert. Donc si c'est rouge, c'est que vos identifiants sont à corriger. Après, ça c'est la première étape de validation. Une deuxième étape de validation, elle peut être faite en se disant, ben voilà, on a tout ce qu'il faut pour moissonner, on moissonne, et qu'est-ce que ça donne au niveau du moissonnage? Donc je rappelle, comme je l'avais déjà précisé au cours des sprints précédents, que quand on moissonne, eh ben, on essaie de moissonner systématiquement les 4 master reports sushi donc qui correspondent au counter 5, donc les TR, PR, DR, IR, sauf que c'est pas forcément valide dans le contexte de la plateforme. Typiquement, une plateforme qui ne délivre pas de données en base de données, eh ben, elle va pas délivrer de master report DR. D'accord. Donc, ça sera un rouge normal. Par contre, pour les autres, généralement, il y a au moins le PR, le Platform Report, et puis potentiellement aussi le IR selon l'item report, selon l'implémentation Sushi Counter 5 des plateformes. Voilà. Si c'est donc dans cette ligne, enfin dans cette matrice, les établissements sont donc à gauche. Le endpoint, c'est la deuxième colonne. Et puis, bon, vous avez aussi vos packages, si vous avez des packages différents. Vous pouvez voir donc pour les autres ce que ça a donné aussi. Et si vous n'apparaissez pas, s'il y a un endpoint qui n'apparaît pas dans cette matrice, ça veut dire que ce endpoint, eh ben, il n'a rien donné. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune donnée d'usage chargée pour ce endpoint. Ça peut venir du fait que ça ne fonctionne pas ou ça peut venir aussi du fait qu'il n'y a pas de consultation. Alors, ça peut être normal ou pas normal. Donc, à vous de vérifier. Si vous pensez que c'est pas normal, vous nous remontez l'information et on essaiera de voir pourquoi, de corriger éventuellement l'erreur et éventuellement aussi de remoissonner. Donc, le fichier qui est à votre disposition, c'est un fichier Excel avec des filtres donc, qui vous permettent d'explorer un peu ces résultats. Oui, donc j'ai pas dit, il y a 88 établissements qui ont été moissonnés. Bon, le lisais en même temps, Au t'inquiète. 17, et puis voilà, ça donne 138 endpoints. Voilà, donc c'est bon pour moi. C'est plus ce qu'il y a après. Bah, c'est toujours à toi. C'est toujours à moi. Oui, voilà. Donc, on met donc si on vous a moissonné, on met à disposition des espaces. Alors, ce qui se passe, c'est que pour pas mal d'entre vous, vous aviez déjà un espace EasyParse. Donc là, ça fait un nouvel espace qui apparaît, mais un espace dédié aux données d'usage éditeur. Le nom des espaces, on utilise maintenant le nom de l'établissement pour distinguer l'espace. Et si vous avez deux espaces, un espace EasyParse, un espace éditeur, c'est bien de pouvoir les distinguer. Donc, on les suffixe par EasyParse ou par éditeur et on les distingue aussi via un logo, un petit logo EasyParse, un petit logo Counter. Dans ces espaces, vous retrouvez les tableaux de bord génériques à la fois pour EasyParse et les tableaux de bord génériques pour les données pour les master reports dont Frédéric vous a parlé et va encore vous parler. Voilà. Merci Dom. Donc dans l'espace que vous a montré Dominique, l'espace éditeur, la dernière fois je vous avais évoqué le chargement de 3 tableaux, hein, donc 3 tableaux en rapport donc
au type de tableau de bord. Donc, vous avez le title report, donc le title report, le item report. Vous avez aussi le data report et le dernier, le platform report. Et c'est celui-là qui donc n'était pas encore finalisé. On a travaillé avec Agnès Raymond-Denise de l'Institut Pasteur, qui est vraiment une experte et qui fait partie du groupe GTI, donc qui nous a beaucoup aidé sur la mise à disposition de ces tableaux génériques pour qu'ils soient le plus simple et le plus pratique possible pour les utilisateurs et les négociateurs. Et Xavier, qui m'a beaucoup aidé depuis le début aussi à réaliser et à peaufiner ces tableaux pour qu'ils soient impeccables. Donc voilà, je les remercie tous les deux. Et donc on a bien donc terminé ce travail de ce quatrième tableau, donc le tableau PR, Platform Reports, qui va être une base de travail d'après ce que me disait Agnès, pour justement la future enquête SGBU. Donc on va utiliser aussi ce rapport pour donner des informations. Et donc, ce tableau, eh bien, il manquait dans cet espace. Il a été chargé par Yannick, donc dans tous les espaces qui étaient créés par Dominique, donc tous les espaces qui sont mis à disposition, eh bien, on a chargé automatiquement ce tableau PR. Donc, normalement, vous devez avoir ces 4 tableaux dans votre espace. Ils ont tous le statut validé, donc que vous pouvez vérifier et qui est un signe, je dirais, que le tableau est conforme à ce que vous pouvez attendre d'un tableau générique. Et puis, si vous voyez que dans cet espace, si vous manque un des 4 tableaux, n'hésitez pas à nous consulter et on vous fera donc ce chargement par la suite. Voilà. Et puis donc, nous, d'ici, je pense, la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on va à nouveau organiser un webinaire avec tous les utilisateurs de EasyCounter pour eh bien à nouveau faire une présentation de ces 4 tableaux Counter, puisque maintenant que l'outillage est prêt, il faut aussi bien avoir en tête l'usage qu'on peut en faire et par rapport à justement à Counter 5. Donc, ça sera quelque chose qu'on mettra en place d'ici l'année prochaine. Les prochains rendez-vous donc pour EasyTeam et EasyMesure, c'est la sprint SR61, la dernière de l'année, qui aura lieu donc, je crois que ça va être le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, de 15 h à 16 h en distanciel. Les prochaines réunions GTI organisées par Thomas et Jacqueline Gillet, c'est le 17 novembre, donc en distanciel, et une session en présentiel qui est prévue le 19 janvier à Paris. Le webinaire EasyCounter, eh bien, le prochain, c'est Dominique qui donc répondra à vos questions par rapport aux erreurs de moissonnage. C'est le lundi 24 octobre de 14 h à 14h45. Et puis, Dom, si tu veux donner une petite information pour cette fin d'année par rapport à notre ligne de vie. Oui, juste pour sur le slide précédent, ça ne sera pas un vendredi, ça sera un mardi, mais ça sera bien le 6 décembre, je crois. Ah mince, oui, Voilà, alors j'ai pas. juste parce que les vendredis, c'est compromis pour moi. D'accord. Sinon, ouais, la ligne de vie, c'est pour vous montrer qu'on progresse rapidement, enfin, comme d'habitude. Il reste un sprint avant la fin de l'année. On a bien entamé le moissonnage, donc Sushi 2021. On va encore faire quelques contrôles, éventuellement remoissonnage. Et puis, on va assez rapidement commencer à moissonner pour le premier semestre 2022. Donc vous voyez aussi que on a pris du retard pour Readmetrics, le site démo n'est encore pas disponible. Là, on le décale régulièrement, mais bon, on va finir par y arriver. Et puis vous voyez que le reporting sans Kibana a commencé avec l'arrivée de Tom, donc voilà, qui va nous faire quelque chose aux petits oignons et qui va nous permettre de valoriser pas mal de choses, y compris le moissonnage counter. Voilà. Et puis donc suite à ce que j'évoquais, la livraison des machines pour avoir une version de pré-production d'ISU-NP Hall, on va pouvoir améliorer le service, le miroir, proposer des nouvelles versions pour ISU-NP Hall, et en particulier aussi proposer Léo a parlé de correction de l'interface et tout ça. On vous en a parlé, mais on vous l'a peu présenté. On vous la représentera cette interface parce que vous pourriez
potentiellement vous en servir pour faire vos propres enrichissements. Donc, ça donnera potentiellement lieu aussi à des webinaires. Donc, peut-être en cette fin d'année ou peut-être l'année prochaine, on verra comment s'articulent les choses. Voilà. Et puis oui, il y a eu la présentation à Medici, et puis donc on essaiera donc suite à ce continuer les webinaires. On s'est aperçu que c'était assez positif, hein, les formations en présentiel. Donc je pense qu'on en reprogrammera pour avoir des retours de votre part par rapport à comment vous utilisez les services comme EasyCounter, EasyMesure, et qu'est-ce qui peut vous être pratique. Alors justement, la formation présentielle, on en parlera à la prochaine sprint. On vous fera un petit bilan de cette journée qui s'est vraiment très bien passée. Et pour le moment, eh bien, on continue aussi donc nos supports mutualisés en distanciel. Le prochain aura lieu le 24 octobre de 10h à midi pour la prise en main des tableaux de bord génériques EasyParse et Counter 5. Le 7 novembre, lundi 7 novembre, eh bien, on passera une étape un peu plus expert au niveau de la personnalisation du tableau de bord générique. Et puis, ce sera le même sujet le 21 novembre, également de 10h à midi. Je crois qu'on arrive à la fin de la sprint.